J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de magique dans les anniversaires, pas à cause des cadeaux ou du gâteau, mais parce que c'était le seul jour où j'avais l'impression que mes parents me regardaient, peut-être vraiment. Pour mes 18 ans, ma mère, Manon, s'est levée tôt. Elle ne cuisinait jamais. C'était toujours des plats surgelés ou des livraisons. Mais ce jour-là, elle était dans la cuisine avant même que le soleil ne se lève. L'odeur d'un gâteau à la vanille a envahi le petit appartement de Grenoble où j'ai grandi. Pendant un instant, j'ai cru que ce jour serait spécial. Le gâteau était au four, mais elle ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Elle ne m'a pas pris dans ses bras. Elle m'a juste dit, d'une voix ferme et sans émotion, de mettre quelque chose de convenable parce que mon père voulait me parler. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Je suis descendue en pyjama. Mon père, Alain, était assis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision éteinte. Quand il m'a vue, il n'a pas souri. Il a juste pointé la chaise en face de lui, comme si j'étais une étrangère. « Assieds-toi, s'il te plaît », a-t-il dit avec cette voix froide qu'il utilisait quand il me grondait pour une broutille. Je me suis assise en essayant de garder le contrôle. J'avais appris que montrer ses émotions dans cette maison, c'était comme se jeter dans un jeu cruel. Ma mère est entrée dans la pièce et s'est assise à côté de lui. Le silence était lourd, presque étouffant. Puis elle a dit, sans détour, sans me regarder dans les yeux, « Tu as été adopté. » Rien d'autre. Pas de larmes, pas d'explication. Pas de tendresse. Mon père a ajouté « Ta mère biologique ne pouvait pas s'occuper de toi. On a fait ce qui était juste à l'époque. » À l'époque, comme si j'avais été un projet caritatif dont la date de péremption était dépassée. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est baissé, a tiré une petite valise de sous le canapé et l'a poussée vers moi. Il y a un peu d'argent dedans. Quelques vêtements. On t'a trouvé une chambre dans une auberge au centre de Lyon. Tu vas pouvoir commencer ta vie toute seule. Ils me mettèrent dehors. Le jour de mes 18 ans. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levée. J'ai agrippé la poignée de la valise et j'ai dit merci. Ma voix était calme. Ils n'ont pas vu mes doigts trembler, ni ce qu'il y avait dans mes yeux, parce que ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, c'est que des semaines plus tôt, j'avais déjà découvert la vérité. Une vérité qui changeait tout. 3 semaines avant, seule à la maison, en cherchant un vieux papier d'impôt dans un tiroir oublié du couloir, j'ai trouvé une enveloppe jaunie, cachée parmi des documents anciens et des reçus déchirés. Elle était adressée à une femme nommée Élise Marchand. À l'intérieur, il y avait un acte de naissance. Le nom de la mère. Élise. Le nom de la fille. Le mien. Pas de nom de père. Mes mains tremblaient. J'ai passé des heures cette nuit-là dans ma chambre à relire ce document, essayant de comprendre ce que ça signifiait. Et surtout, qui était Élise? J'ai utilisé l'ordinateur de la bibliothèque municipale pour chercher des informations. Je n'ai rien trouvé de direct, mais un nom a attiré mon attention dans un vieil article numérisé. Dr Élise Marchand, psychiatre, internée après des accusations contre un médecin réputé. L'article ne mentionnait rien sur une adoption, mais il disait qu'elle avait été internée pour troubles psychologiques peu après avoir dénoncé un certain Dr Guillaume Delcourt, le même nom que j'avais vu sur des lettres dans le bureau de mon père. Delcourt était le directeur de la fondation à laquelle Alain donnait de l'argent depuis des années. À ce moment-là, j'ai senti un poids dans l'estomac. Quelque chose clochait, terriblement. Et à cet instant, même sans savoir ce qui m'attendait, j'ai décidé que je ne me tairais plus. Ce jour-là, pendant que mes parents pensaient se débarrasser de moi, j'étais déjà prête. Ils croyaient se libérer d'un fardeau. Mais en réalité, ils me donnaient de la liberté de découvrir tout ce qu'ils avaient essayé de cacher. Quand j'ai quitté la maison, la valise à la main, je ne savais pas où regarder. Je n'ai rien dit. Eux non plus. J'ai juste fermé la porte et je suis partie. J'ai pris le train pour Lyon avec le peu d'argent qu'il y avait dans le sac. Ils avaient réservé une chambre dans une auberge pour 3 jours. C'était tout. Pas de discussion. Pas d'explication. Pas même un « bonne chance ». On aurait dit qu'ils étaient soulagés de se débarrasser de moi. La chambre de l'auberge était petite et bruyante. Je partageais l'étage avec des gens qui allaient et venaient sans cesse. Ce n'était pas sûr, mais je n'avais pas le choix. Je suis restée assise au bord du lit un moment, à regarder la valise ouverte par terre. 2 pulls, un pantalon, quelques pièces et les papiers que j'avais trouvés des semaines plus tôt dans le tiroir du couloir. Ça, c'était important. C'était la raison pour laquelle je n'avais pas pleuré quand ils m'ont mise dehors. Ils pensaient tout contrôler, mais moi, j'avais déjà tout découvert. Depuis toute petite, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je n'ai jamais été traitée comme une fille. C'était comme si je prenais de la place. Manon et Alain s'occupaient de moi parce qu'ils devaient le faire. Pas parce qu'ils en avaient envie. Ils ne me frappaient pas, mais ils ne me prenaient jamais dans leurs bras. Ils ne me demandaient jamais comment j'allais. Quand j'étais malade, on aurait dit que je les dérangeais. Pour mes anniversaires, ils me donnaient un cadeau quelconque, sans me regarder dans les yeux. Quand j'avais de bonnes notes, ils ne disaient rien. Quand j'en avais de mauvaises, ils disaient que je ne faisais que leur causer des problèmes. À l'adolescence, j'ai commencé à remarquer qu'ils me traitaient différemment des autres. Avec les collègues, les voisins, ils savaient sourire, discuter. Avec moi, tout était sec. Et le plus étrange, il n'y avait jamais de photo de moi bébé.
Aucune. Je posais des questions. J'avais toujours des réponses vagues. On les a perdues dans un déménagement. Tout était dans une boîte qui a pris l'eau. Tu étais trop petite. On ne faisait pas beaucoup de photos à l'époque. J'avalais ses excuses, jusqu'à ce que j'arrête de demander. La lettre que j'ai trouvée a été le premier trou dans ce mensonge. J'aidais ma mère à chercher un justificatif d'impôt et j'ai ouvert un tiroir dans l'armoire du couloir. Un endroit où je n'avais jamais fouillé. Au fond, parmi des vieux papiers, j'ai trouvé une enveloppe avec mon nom. Pas deux. D'une autre femme, Élise Marchand. Mon nom était sur l'acte de naissance. Et là où aurait dû être le nom du père, c'était vide. Sur le coup, j'ai eu un choc. J'ai caché le document dans ma chambre et j'ai passé la nuit à le lire. Au début, j'ai cru à une erreur. Mais plus je regardais, plus ça avait du sens. Le nom de la femme, la date, l'hôpital. Et après ça, j'ai cherché. J'ai fouillé sur Internet. J'ai trouvé peu de choses, mais ce que j'ai découvert m'a bouleversée. Un vieil article disait qu'une psychiatre nommée Élise Marchand avait été internée après avoir dénoncé un médecin influent, Guillaume Delcourt, un nom que j'avais déjà vu dans les courriers de mon père adoptif, ces lettres qu'il recevait de cette fameuse fondation. Je n'avais jamais fait le lien, jusqu'à ce moment-là. J'ai commencé à assembler les pièces. Elle avait essayé de dénoncer quelque chose. Elle avait fini internée. Pendant cette période, elle était tombée enceinte et avait eu une fille. Et d'une manière ou d'une autre, cette fille, moi, s'était retrouvée entre les mains de Manon et Alain, qui était le proche de l'homme qu'elle avait voulu dénoncer. Trop de coïncidences. Et après tout ça, il m'avait élevée sans amour, sans soin. Et maintenant que j'avais 18 ans, il me mettait dehors comme un poids dont il pouvait enfin se débarrasser. Il ne savait pas que j'avais découvert l'histoire d'Élise. Il ne savait pas que j'avais imprimé cet article trouvé sur Internet. Il ne savait pas que j'avais commencé à chercher des informations sur l'hôpital où elle avait été internée. Ce qu'il voulait, c'était clore le chapitre, fermer la porte, se débarrasser de moi et continuer leur vie. Mais ce qu'il n'imaginait pas, c'est que j'avais tout gardé. Et plus encore, que j'allais chercher la vérité jusqu'au bout. À l'auberge, j'ai imprimé les documents avec le peu d'argent qui me restait. Je les ai emmenés à la bibliothèque publique, où il y avait des ordinateurs avec Internet. J'y ai passé des jours à chercher. J'ai trouvé des bouts d'histoire, rien de complet encore, mais une chose était sûre. Manon et Alain en savaient un plus qu'ils ne le disaient. Ils étaient impliqués. Et cette fondation, la fameuse Halverson Foundation qui revenait dans les lettres, était directement liée au médecin dénoncé par Élise. C'est là que j'ai compris quelque chose. Je ne voulais pas seulement comprendre ce qui s'était passé, je voulais la retrouver. La vraie, la femme qui m'avait mise au monde et qui, selon eux, ne pouvait pas s'occuper de moi. Mais maintenant, je commençais à me demander si c'était vraiment le cas, et si elle n'était pas malade, et si tout ça n'était qu'un piège pour la faire taire. La semaine suivante, ma routine était toujours la même. Je me levais tôt à l'auberge, je prenais un café noir léger dans la cuisine commune, et je filais à la bibliothèque. J'y restais jusqu'à la nuit. J'étais seule. Pas de maison, pas d'amis proches, pas d'endroit où retourner. Juste moi et cette quête. La recherche de quelqu'un qui n'était peut-être même plus en vie. Mais chaque nouvelle piste me renforçait dans l'idée que je ne me trompais pas, qu'il y avait quelque chose derrière l'histoire de ma mère biologique, quelque chose qu'on avait soigneusement caché, et que je commençais à déterrer. Après des jours de recherche, j'ai trouvé un nom qui m'a glacée. Domaine Saint-Clair, l'hôpital psychiatrique où Élise avait été internée. Ce n'était plus un hôpital. Il avait fermé à la fin des années 90. Mais il y avait des rumeurs. J'ai cherché des articles anciens, des témoignages d'anciens employés, des dossiers médicaux numérisés. J'ai trouvé peu de choses, mais assez pour apprendre que certains patients avaient été transférés dans un établissement à Saint-Marcellin, à quelques heures de là. L'endroit s'appelait maintenant Clinique de soins prolongés Saint-Raphaël. J'ai appelé. J'ai modifié ma voix. J'ai dit que j'étais une parente d'une ancienne patiente et que je voulais savoir s'il y avait des traces d'Élise Marchand. La femme au téléphone a hésité. Elle m'a demandé un instant. Elle est revenue après quelques minutes et m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner d'informations par téléphone. Mais elle m'a demandé d'envoyer un email avec les détails. J'ai noté l'adresse et j'ai raccroché. Je savais ce que ça voulait dire. Elle savait quelque chose. Peut-être qu'Élise était encore là, ou peut-être qu'ils avaient essayé d'effacer ses traces, comme ça semblait déjà être le cas. Cette sensation de nœud à l'estomac est revenue, plus forte. À chaque pas que je faisais, je me rapprochais, mais tout semblait aussi devenir plus dangereux. Je suis rentrée à l'auberge avec la tête qui tournait. Il était tard. Il faisait froid. Je n'ai pas mangé. Je me suis assise sur le lit avec les papiers sur les genoux, à tout relire. Ce n'était pas juste une triste histoire d'adoption. C'était un cercle de silence forcé. Une femme avait été réduite au silence. Une enfant lui avait été arrachée. Et des années plus tard, élevée par des gens directement liés à l'homme qu'elle avait voulu dénoncer. C'était limpide. Je n'avais pas été adoptée par amour. J'avais été adoptée pour être oubliée. Pour qu'elle n'ait plus de voix, ni de chance de prouver qu'elle était saine d'esprit. À moi, ils avaient donné une vie tiède, sans affection, sans liberté. À elle, une cellule déguisée en hôpital. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
J'ai retourné chaque document, chaque note, chaque détail. J'ai revu les fichiers téléchargés, les articles numérisés, les captures d'écran des échanges avec des bibliothécaires et des archives publiques. Plus je regardais, plus la colère montait. Ce n'était plus seulement de la tristesse. C'était de l'indignation, le sentiment d'avoir été utilisé, d'avoir été traité comme une pièce dans un jeu sordide, et d'avoir grandi dans une maison où tout n'était que façade. Manon, avec sa froideur tranchante. Alain, avec son calme trop parfait, qui maintenant me semblait faux. Ils m'avaient élevé comme on remplit un contrat, comme s'ils avaient une dette à payer et que j'étais la facture. Le lendemain matin, j'ai répondu à l'email de la clinique. J'ai donné le nom complet d'Élise, sa date de naissance, l'année de son internement, tout ce que je savais. J'ai écrit avec soin. Je n'ai pas été agressive. J'ai dit que j'étais sa fille et que j'avais désespérément besoin d'une réponse. J'ai envoyé le message, le cœur battant. J'actualisais ma boîte de réception toutes les 5 minutes. Rien ce jour-là, ni le suivant. L'angoisse grandissait. Mais le 3e soir, j'ai reçu une réponse. Courte, froide, mais avec quelque chose qui m'a coupé le souffle. Chère madame, nous vous informons que madame Élise Marchand est enregistrée comme patiente dans cet établissement. Cependant, les visites doivent être préalablement autorisées en fonction de son état clinique actuel. Pour plus d'informations, veuillez vous présenter en personne. Elle était vivante. Je me suis levée d'un bond. Je tremblais de partout. Elle était vivante. 20 ans plus tard, internée, oubliée de tous. Mais vivante, et j'allais la voir, la regarder dans les yeux, lui dire que j'étais là, que je savais, et qu'elle n'était plus seule. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai pris le peu d'argent qui me restait, et j'ai fait mes calculs. Pas assez pour un train, à peine assez pour manger le lendemain. Mais j'allais me débrouiller. S'il fallait marcher, je marcherais. S'il fallait demander de l'aide, je demanderais. Rien ne m'arrêterait, parce qu'à partir de ce moment, ce n'était plus juste une quête de réponse. C'était une lutte pour la justice. Pour elle. Et pour moi. Je me suis réveillée très tôt ce jour-là. Je n'ai rien pu avaler. J'étais agitée, la tête pleine, à imaginer tout ce qui pouvait mal tourner. J'ai rangé mes affaires et je suis sortie de l'auberge en silence. J'ai pris un train jusqu'à une ville voisine, puis j'ai continué à pied. J'ai marché plus d'1 heure. Je ne me suis arrêtée que quand j'ai vu le portail de la clinique. Je suis restée quelques minutes de l'autre côté de la rue. C'était un grand bâtiment ancien, entouré d'arbres. Les fenêtres étaient hautes, barrées de grilles. Là-dedans, quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu m'attendait sans le savoir. Je suis entrée doucement. La réceptionniste m'a demandé une pièce d'identité. Je l'ai montrée. Elle m'a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un formulaire. J'ai signé sans trop réfléchir. On m'a dit que la visite serait courte et que je ne pouvais rien emporter. J'ai laissé mon sac et on m'a guidée dans un couloir silencieux. Les lumières étaient faibles. Je n'entendais que le bruit de mes pas sur le sol. Quand l'infirmière s'est arrêtée devant une porte, mon cœur s'est emballé. Elle a ouvert lentement. Je suis entrée. J'ai vu une femme assise près de la fenêtre. Elle portait une tenue simple, les cheveux attachés. Elle était maigre, la peau très pâle. Elle avait l'air fatiguée. Elle ne m'a pas entendue arriver. Elle regardait dehors comme si elle était ailleurs. Je me suis approchée. Je suis restée à quelques mètres, sans trop savoir quoi faire. Puis j'ai dit doucement « Maman ». Elle s'est tournée lentement. Ses yeux se sont posés sur les miens. On s'est regardé un moment. Elle n'a rien dit, mais j'ai senti qu'elle comprenait qui j'étais. Je me suis avancée et je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai dit que j'étais sa fille, que je savais tout, que j'avais trouvé les papiers, que j'avais lu l'article, et que j'étais venue jusqu'ici parce que je voulais la voir de mes propres yeux. Elle m'a écoutée en silence, puis elle m'a dit qu'elle avait essayé de se battre, qu'elle avait dit la vérité, mais que personne ne l'avait cru, qu'on l'avait mise ici et qu'on ne l'avait plus laissée sortir. Elle m'a raconté qu'elle avait eu peur, qu'on l'avait droguée pendant longtemps, et qu'au bout d'un moment, les gens avaient cessé de demander de ses nouvelles. Elle m'a dit qu'elle avait toujours pensé à moi, qu'elle ne savait pas où j'étais, qu'elle n'avait jamais accepté ce qu'ils avaient fait. Quand elle a dit ça, j'ai eu envie de pleurer. Mais je me suis retenue. Elle m'a pris la main. On est resté comme ça un moment, sans parler. C'était la seule vraie tendresse que j'avais reçue depuis des années. Et elle venait de quelqu'un qui n'avait même pas eu la chance de m'élever. Le temps a passé vite. Une infirmière a frappé à la porte et m'a dit que je devais partir. Je me suis levée lentement. Je lui ai dit que je reviendrais. Et j'ai promis qu'elle ne resterait pas oubliée là-dedans. Elle m'a souri avec les yeux. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardée jusqu'à ce que la porte se ferme. Je suis sortie de la clinique la tête en vrac. J'ai marché jusqu'à la gare routière. Je me suis assise sur un banc et j'ai fixé le vide. Cette femme était ma mère, et elle n'était pas malade. On l'avait mise là parce que des gens avaient eu peur de ce qu'elle savait. Le pire, c'est que Manon et Alain étaient au courant. Ils avaient participé. Ils m'avaient élevée comme s'ils me faisaient une faveur, mais ils cachaient une histoire sordide. Et maintenant, ils m'avaient laissée seule comme si ma vie ne valait rien. Je suis rentrée à Lyon ce soir-là avec une seule idée en tête. Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais plus me contenter de rassembler des papiers. Il fallait que j'expose tout, que je montre au monde qui elle était et ce qu'on lui avait fait. Je voulais justice. Et plus encore, je voulais empêcher que d'autres vivent la même chose. Ce soir-là,
Je suis allée dans un cybercafé loin du centre. J'ai payé avec le peu d'argent qu'il me restait. J'ai fait des copies des documents et j'ai tout organisé sur une clé USB. Puis j'ai cherché des forums et des sites qui parlaient d'abus dans des institutions. J'ai contacté des journalistes, des gens qui avaient déjà dénoncé des cas similaires. J'ai envoyé des messages courts, directs. Je me suis présentée. J'ai dit que j'avais des preuves. Et j'ai attendu. Je suis restée là des heures, à lire et relire tout, à regarder des photos anciennes de la clinique, des articles sur le médecin que ma mère avait essayé de dénoncer. Quand je suis rentrée à l'auberge, il était plus de minuit. Je me suis allongée et j'ai fixé le plafond. À cet instant, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je n'étais plus juste une fille rejetée le jour de son anniversaire. J'étais quelqu'un qui en savait trop. Quelqu'un qui tenait entre ses mains une vérité que beaucoup voulaient garder enfouie. Et à partir de là, mon seul choix était d'aller jusqu'au bout. Le lendemain, j'ai reçu une réponse. Une journaliste nommée Marianne m'a écrit. Elle enquêtait sur d'anciens cas d'abus médicaux en France et avait déjà entendu parler d'Élise Marchand. Elle m'a proposé de me rencontrer en personne. On s'est donné rendez-vous dans un café discret près de la gare. J'ai tout emporté avec moi. La clé USB, les documents imprimés, mes notes. Elle est arrivée à l'heure, a commandé un café et m'a écoutée sans m'interrompre. Quand je lui ai montré les preuves, elle est devenue sérieuse. Elle m'a demandé d'où je tenais tout ça. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit que je ne voulais ni gloire ni argent, juste la justice, et sortir ma mère de là. Elle m'a dit que ce que j'avais était grave, que ça impliquait des gens puissants. Elle m'a aussi prévenu qu'à partir de maintenant, je devais être très prudente, que quelqu'un pourrait essayer de me faire taire. Je suis rentrée de ce rendez-vous avec un sentiment étrange. C'était bien d'être écoutée, mais c'était aussi effrayant de réaliser que je touchais à quelque chose de plus grand que je ne l'imaginais. C'est là que j'ai décidé de faire ce que j'évitais depuis le début. Il fallait que je confronte Manon et Alain, pas par colère, mais parce que je voulais voir leur réaction, les regarder dans les yeux et leur faire comprendre que je savais tout, voir s'ils oseraient encore nier. J'ai attendu la fin d'après-midi et j'ai appelé depuis le téléphone du cybercafé. Alain a décroché. Il a reconnu ma voix tout de suite. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, je suis allée droit au but. Je connais la vérité. Je sais d'où je viens, je sais ce que vous avez caché, et j'en ai déjà parlé à une journaliste. Il y a eu un silence. Puis il a parlé doucement. Ça ne te mènera nulle part. J'ai raccroché sans répondre. Ça confirmait tout ce dont j'avais besoin. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un message. On peut se voir en personne? C'était Manon. J'ai dit oui. J'ai fixé un rendez-vous dans un lieu public, une place ouverte. J'y suis allée seule. J'avais une copie des papiers dans mon sac. Quand elle est arrivée, elle n'avait plus l'air de la femme froide et sûre d'elle qui m'avait élevée. Elle était nerveuse. Elle m'a regardée comme si elle essayait de me reconnaître pour la première fois. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je voulais qu'elle dise la vérité, qu'elle avoue de sa propre bouche ce qu'ils avaient fait à Élise. Et pourquoi ils m'avaient adoptée. Elle a baissé les yeux. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais voulu ça, que c'était une décision d'Alain, qu'elle avait accepté parce qu'ils étaient déjà trop impliqués. Elle m'a dit qu'Élise était un problème pour des gens puissants, que la faire taire faisait partie du marché, que m'adopter était une façon de tout régler. Je suis restée silencieuse un moment. Entendre ça de sa bouche ne m'a pas soulagée. Ça m'a dégoûtée. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas que ça irait si loin, qu'elle voulait juste vivre en paix. Je lui ai demandé si elle savait que ma mère était encore en vie, enfermée dans une clinique. Elle m'a dit que non, qu'elle pensait qu'elle était morte. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai laissé tomber. Je lui ai donné une copie des papiers, et je lui ai dit une dernière chose. Je vais la sortir de là, et ce que vous avez caché, le monde entier le saura. Puis je me suis levée et je suis partie. Ce soir-là, j'ai commencé à recevoir des messages anonymes. Certains me mettaient en garde. D'autres me menaçaient indirectement. Un disait qu'il valait mieux oublier le passé. Un autre que certaines portes, une fois ouvertes, ne pouvaient plus se refermer. J'ai tout effacé, mais je n'ai pas arrêté. Au contraire, j'ai recontacté Marianne et je lui ai dit que j'étais prête à donner une interview, à tout raconter. Elle m'a dit qu'il lui fallait du temps pour préparer l'article, rassembler des preuves, vérifier les informations. Pendant ce temps, j'ai continué à enquêter. J'ai cherché des traces de la fondation liée à Delcourt. J'ai découvert qu'Alain en faisait partie depuis des années, qu'il avait aidé à fermer Saint-Clair et à transférer des patients sans prévenir les familles. J'ai aussi appris que d'autres femmes avaient été internées sous des prétextes similaires. Elles avaient toutes en commun d'être gênantes. Elles questionnaient des médecins, se plaignaient d'abus, on les traitait de folles. Puis on les effaçait. À la fin de la semaine, Marianne m'a prévenu que l'article sortirait bientôt. Elle m'a dit qu'elle se protégeait, que tout serait envoyé à plusieurs rédactions en même temps pour éviter qu'on bloque la publication. J'ai eu peur, mais j'ai aussi ressenti du soulagement. Après tant d'années à vivre comme une ombre dans une maison qui n'était pas la mienne, je faisais enfin quelque chose qui comptait. Et même si personne d'autre ne me croyait, je connaissais la vérité. Quand l'article est sorti, tout a changé. Le nom d'Élise est apparu dans les journaux et sur les sites d'information pour la première fois depuis plus de 20 ans. L'article détaillait son internement forcé, les liens entre Alain, la fondation médicale et le docteur Delcourt. L'histoire a vite pris de l'ampleur. D'autres personnes ont commencé à commenter,
à envoyer des messages, à raconter des histoires similaires. C'était comme si, soudain, des voix longtemps étouffées trouvèrent le courage de parler. Marianne me tenait au courant de tout. Elle m'a dit que le ministère de la Santé avait ouvert une enquête officielle, que d'autres journalistes s'intéressaient à l'affaire, que le nom d'Alain apparaissait dans de vieilles réunions du conseil de la Fondation, qu'il y avait des documents prouvant que certains internements avaient été faits sans ordre judiciaire, et que ma mère en faisait partie. Je n'avais pas beaucoup de temps pour penser à moi, mais malgré tout, j'ai commencé à changer. J'ai pris soin de mes affaires avec plus d'attention. Je dormais peu, mais plus légère. J'ai loué une petite chambre avec l'aide d'un groupe de soutien aux victimes d'abus psychiatriques. C'était simple, mais c'était à moi. Pour la première fois, j'avais une clé dans la poche qui ouvrait une porte où j'étais bienvenue. J'ai aussi commencé à rendre visite à ma mère plus souvent. Maintenant que son histoire faisait surface, la clinique ne m'en empêchait plus. Le personnel la traitait avec plus de respect. Ils ont ajusté ses médicaments, l'ont laissé parler davantage. La différence était visible. Son regard, autrefois éteint, reprenait vie. Ce n'était pas une guérison rapide, mais c'était réel. Lors de nos rencontres, on parlait peu. Parfois, on restait juste assises côte à côte. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à croire que j'étais là, qu'elle avait pensé à moi tous les jours, sans savoir si j'existais encore. Je lui racontais ma journée, ce que j'apprenais, mes projets. Elle écoutait attentivement et elle me regardait comme personne ne m'avait jamais regardée, avec soin, avec fierté. Marianne m'a mis en contact avec un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. On a entamé une procédure pour faire sortir Élise de la clinique et s'assurer qu'elle puisse vivre libre, avec un suivi médical hors de cet endroit. Le processus était lent, mais l'affaire était connue. Et l'opinion publique était de notre côté. Plus personne ne voulait étouffer ça. Son nom était devenu le symbole de quelque chose de plus grand. Ce n'était plus juste l'histoire d'une mère et de sa fille. C'était celle de nombreuses femmes oubliées, enfermées, réduites au silence. J'ai aussi repris mes études. Je suis retournée à la bibliothèque, mais avec un regard différent. Je lisais sur les droits humains, la santé mentale, les procédures légales. Je voulais tout comprendre, pouvoir me défendre et aider ceux qui avaient vécu la même chose. Pour la première fois, je me sentais utile, forte, capable. Manon a essayé de m'appeler une fois. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle était désolée, qu'elle voulait parler. J'ai effacé sans répondre. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Elle avait fait un choix. Elle m'avait caché la vérité, tout en sachant que ça me marquerait à jamais. Elle n'avait plus de place dans ma vie. Et Alain, il n'a plus jamais donné signe de vie. Après la parution de l'article, il a disparu. Certains disaient qu'il avait quitté le pays, d'autres qu'il essayait de sauver sa réputation. Mais ça ne m'intéressait plus. Ce qui comptait, c'était le présent. Et le présent était simple. J'étais vivante, consciente, avec un nouveau départ, pas par chance, mais parce que j'avais choisi de continuer, même quand tout me disait d'arrêter, parce que j'avais cherché des réponses, même sans personne pour m'aider, et parce que j'avais retrouvé ma mère avant qu'il ne soit trop tard. Elle vit encore à la clinique, mais sa demande de sortie est en cours d'examen. Et si tout se passe bien, elle sera bientôt libre. Elle viendra vivre avec moi. Je ne sais pas comment ce sera. Je ne suis pas sûre qu'on puisse rattraper le temps perdu, mais je sais qu'on sera ensemble, et ça me suffit. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus la fille qu'on ignorait à la maison. Je vois quelqu'un qui s'est battu pour se relever, qui a refusé d'accepter le silence comme réponse, et qui, même blessée, a décidé d'avancer la tête haute. Quelques mois plus tard, ma mère a été libérée de la clinique. La décision est tombée un après-midi banal, sans prévenir. L'avocat m'a appelée et m'a dit qu'elle sortirait le lendemain. Je suis allée la chercher tôt. Elle était prête, avec un petit sac sur les genoux. Quand elle m'a vue à la porte, elle a souri comme jamais auparavant. On n'a pas beaucoup parlé. On est monté dans la voiture de l'avocat et on a roulé en silence jusqu'à mon petit appartement à Lyon. Son arrivée a été simple. Elle a marché doucement dans les pièces, a touché les meubles, s'est assise sur le canapé. Elle a regardé par la fenêtre un moment. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a juste dit « Maintenant, je respire ». On n'avait pas besoin de grand-chose. Juste de paix. Et de temps. Du temps pour comprendre tout ce qu'on avait traversé. Du temps pour construire quelque chose qui n'avait jamais eu la chance de commencer. Vivre avec elle n'est pas toujours facile. Parfois, elle a des jours sombres. Elle reste silencieuse, distante. Mais d'autres fois, elle s'assoit avec moi à la table, prend un café et commande des petites choses, comme l'odeur de la rue ou le chant des oiseaux. Chaque moment comme ça compte pour moi. Ce sont des signes de vie, de liberté, de dignité qui revient. J'ai continué à aider Marianne dans son enquête. D'autres femmes se sont manifestées. D'autres familles aussi. L'histoire de ma mère est devenue une partie d'un procès plus vaste. La fondation liée à Delcourt est sous investigation. Des documents ont fuité. Le nom d'Alain apparaît dans des réunions, des dons, des lettres. Je ne sais pas s'il sera arrêté. Mais maintenant, il est vu comme un rouage d'une machine sordide. Et pour moi, c'est déjà une réponse. Je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve. J'ai encore beaucoup de doutes, de peur, mais j'ai appris à ne plus fuir. J'ai appris que la vérité, même quand elle fait mal, est ce qui sauve. J'ai appris qu'on n'a pas besoin d'être accepté par ceux qui nous rejettent.
qu'on peut choisir avec qui marcher, et que parfois, la famille, c'est ceux qui marchent avec nous, même après tant de temps séparés. L'autre jour, ma mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle se sentait libre pour la première fois. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris sa main, parce que la vérité, c'est que moi aussi, je me sens comme ça. Et même si on a perdu des années qu'on ne récupérera jamais, on a un présent qui vaut tout. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Votre soutien fait toute la différence. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.